De nouveaux détails émergent concernant la mort de Caitlin Tracy et la défense que pourrait adopter son mari lors de son procès pour meurtre. Adam Beckering est accusé du meurtre de Caitlin, mais son avocat affirme son innocence et suggère que Caitlin pourrait être responsable de sa mort. Nous enquêtons sur ces faits. Je suis Angelette Lévy, voici Crime Fixe. Être en ligne fait partie de la vie, mais voir ses données personnelles exposées peut faire peur. C'est pourquoi j'apprécie Incogni. Cette entreprise peut vous aider à protéger vos informations personnelles comme votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse et d'autres données. Ainsi, les escrocs et les courtiers en données ne peuvent pas les obtenir et les vendre. Inscrivez-vous sur le site d'Incogni pour qu'il supprime vos données. La configuration prend seulement quelques minutes. Il suffit de créer un compte, d'autoriser Incogni à agir en votre nom et il s'occupe du reste. Grâce à la suppression personnalisée des forfaits illimités, vous pouvez soumettre des liens contenant vos données et un expert en confidentialité les supprimera. Donc, si vous tenez à votre sécurité en ligne et vous devriez vraiment, reprenez le contrôle de vos données avec Incogni. Utilisez le code CrimeFix pour bénéficier de 60% de réduction sur un abonnement annuel. Lorsque Caitlin Tracy a été retrouvée morte au bas d'une cage d'escalier dans le condo de son mari dans le South Loop de Chicago en octobre 2024, ses amis et sa famille étaient absolument dévastés. Caitlin, belle femme de 36 ans, adorait cuisiner, voyager et aimait le design depuis toujours. La famille de Caitlin affirme que la police de Chicago considère Adam Beckering, son mari, comme principal suspect dans sa mort. Son corps a été retrouvé pulvérisé avec un pied manquant au bas de cette cage d'escalier sous le luxueux appartement de Beckering. Plus d'un an après, Adam Beckering est accusé du meurtre de Caitlin, mais il nie toute implication. Des documents judiciaires évoqués dans Crime Fix montrent que Tracy avait déjà demandé une ordonnance restrictive contre Beckering. Tracy a accusé Beckering de l'avoir frappé, poussé, tiré les cheveux, lancé un bocal de cornichons à la tête et versé de la vodka sur ses blessures. Ensuite, il y a eu cet incident en août 2024, un peu de mois avant la mort de Caitlin. Elle a essayé d'appeler le 911 depuis sa maison à New Buffalo, dans le Michigan, mais Beckering a interrompu son intention d'appeler le 911. Est-ce qu'on peut juste parler ici? Juste parler ici? Attendez, continuez à marcher. Attendez, sérieusement, attendez. Pourquoi? Qui êtes-vous? Les gens sont tellement en colère. Attends. Attends, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Attends, s'il te plaît. Avant de publier. Attends, sérieusement. Qu'est-ce que c'est? Écoute-moi. Beckering a purgé 93 jours de prison dans le comté de Berry Ian, Michigan, pour cet incident. À sa condamnation, il a affirmé que lui et Caitlin avaient une vie formidable. De retour à Chicago, il fait face à une accusation de meurtre pour la mort de Caitlin. Son avocate a demandé sa libération sous caution avant le procès. L'avocat Todd Pugh a ainsi révélé des informations inédites sur l'autopsie de Caitlin Tracy. Dans sa demande de libération avant procès, l'avocat Pugh affirme qu'aucune preuve ne relie Adam Beckering à la mort de Caitlin Tracy. Au lieu de cela, l'État présente quelques incidents de troubles domestiques entre le couple en 2023 et 2024 comme preuve de cela. Adam Beckering a poussé son épouse du 24e étage de leur immeuble du quartier South Loop à Chicago le 25 octobre 2024. Le problème avec la position de l'État, c'est qu'il n'a aucune preuve que la mort de Caitlin était un meurtre. De plus, les documents de découverte fournis démontrent que l'État omet de révéler à la Cour certaines vérités inébranlables et dérangeantes concernant Caitlin Tracy. Je vais bientôt présenter les preuves que l'État relie Beckering à la mort de Caitlin Tracy, poursuit Pugh. Caitlin Tracy était toxicomane et alcoolique. Le rapport du médecin légiste a clairement indiqué qu'au moment de sa mort, Caitlin consommait régulièrement du Vicodin et du Norco, avait pris de la cocaïne à un niveau nécessitant une hospitalisation, de l'alcool, une dose masculine typique de Cialis et une dose presque mortelle de Tramadol. En résumé, Caitlin était gravement affaiblie et victime d'une intoxication aiguë à plusieurs substances avant sa mort. C'est une information nouvelle pour le public?
Caitlin Tracy avait des drogues dans son organisme à sa mort, indique Pugh. Selon l'État, Adam Baker Inc., en convalescence après une opération du genou, aurait jeté Caitlin par-dessus la rambarde du 24e étage de leur immeuble, la précipitant vers la mort. Pourtant, il n'y a aucune preuve matérielle, aucun témoignage oculaire, aucune reconstitution médico-légale et aucune déclaration contemporaine venant étayer cette affirmation. À la place, l'État s'appuie presque entièrement sur des disputes conjugales antérieures et des témoignages rapportés de ce que Caitlin aurait prétendument dit à d'autres au sujet de son mariage. Ce n'est pas une preuve de meurtre. En résumé, l'État n'a aucune preuve liant Adam Baker Inc. à la mort de Caitlin Tracy. Il s'agit d'une affaire tragique mêlant toxicomanie, instabilité et questions non résolues, sans preuves suffisantes pour justifier la détention. La loi exige des preuves, non des suppositions. Or, ce dossier n'en contient pas. La requête de la défense comprenait plusieurs photos d'Adam Baker Inc. et de Caitlin Tracy, semblant très heureux. Sur une photo, le couple prépare des pâtes. Sur d'autres, ils profitent d'une journée d'automne en vacances. Une autre photo montre Caitlin blottie à l'hôpital près d'Adam Baker Inc. Tu te souviens? La défense a déclaré qu'Adam Baker Inc. se remettait d'une opération du genou lorsque Caitlin est décédée. Ces photos montrent le couple à des moments bien plus heureux que les images de la caméra corporelle montrées plus tôt. Pugh a poursuivi sa requête. Il n'y a aucun doute que le mariage d'Adam et Caitlin était tumultueux. Ils buvaient tous les deux de façon excessive. Ils consommaient tous les deux des drogues. Leur vie sociale était bruyante, chaotique et malsaine. Des témoins dans l'immeuble ont remarqué des fêtes fréquentes et les propres parents d'Adam ont reconnu qu'ils l'avaient encouragé à suivre un traitement. Le personnel soupçonnait Adam et Caitlin d'infidélité, appuyés par des photos montrant leur complicité et soutien. Des preuves que l'État a demandé à ce tribunal d'ignorer au profit d'un récit non fondé et unidimensionnel. La procureure du comté de Cook a indiqué que Baker Inc. a tenu des propos contradictoires lors du signalement de la disparition de Caitlin en octobre 2024. Les policiers de Chicago ont enregistré leurs échanges avec Baker Inc. lors de l'enquête sur la mort de Caitlin, selon le rapport. Tracy a été retrouvée dans la cage d'escalier du condo. L'enquête /D a montré qu'elle était tombée d'un étage au-dessus du 20e, ce qui a entraîné sa mort. Une enquête /D a révélé que Tracy avait été signalée disparue par son mari, Baker Inc. /D a interrogé Adam Baker Inc. sur sa femme Caitlin Tracy, disparue depuis le 27 octobre 2024. Baker Inc. a signalé la disparition de Tracy le 25 octobre 2024. Baker Inc. a précisé qu'il était absent de la ville lors de l'annonce de la disparition de Tracy. Coupure D trouvée pendant l'enquête. Des vidéos du 24 octobre 2024 montrent que Baker Inc. était dans la résidence la veille de la disparition de Tracy. Une coupure D a découvert que Baker Inc. était avec sa femme sur la vidéo dans les résidences, alors qu'il avait affirmé être hors de la ville lors de la disparition de Tracy. Il a aussi laissé une coupure D consulter son téléphone et celui de Tracy, où des messages semblaient supprimés. Il a déclaré que c'était ainsi qu'il communiquait avant leur disparition. Baker Inc. ignorait pourquoi des messages avaient disparu des deux téléphones. /D a appris au cours de l'enquête que Baker Inc. et Tracy avaient des antécédents d'incidents de violence domestique avant la disparition de Tracy. Elle semblait avoir des blessures au visage filmées. /D a placé Baker Inc. en garde à vue pour avoir fait un faux signalement sur la disparition de sa femme Tracy. Lors de sa garde à vue, Baker Inc. a demandé « Est-elle en vie ? Est-ce qu'elle va bien? » La défense de Baker Inc. conteste ce que l'État et la police affirment. La défense affirme que Baker Inc. était fortement intoxiqué lorsque la police l'a interrogé et qu'il était confus, tenant des propos décousus et incohérents, a écrit la défense. Ce que l'État omet de révéler, c'est que, même pendant cet interrogatoire, M. Baker Inc. a déclaré vers 1h15 du matin que Caitlin avait quitté le condo la veille au soir. Il a expliqué qu'il était dans une autre pièce quand elle a dit qu'elle allait courir et qu'il a entendu la porte se fermer. Il a toujours dit que c'était la dernière fois qu'il l'avait vue. La défense a affirmé que Baker Inc. n'était pas dangereux ni susceptible de fuir, mais la juge a jugé que l'État avait rempli son devoir et Baker Inc. restera en détention jusqu'au procès. Le message est « Si vous avez eu une relation impliquant drogue, abus d'alcool et allégation de violence entre partenaires. Si cette personne subissait un préjudice, vous iriez en prison pour meurtre. Nous sommes impatients de gagner ce procès.
L'accusation affirme disposer de plus de preuves que la défense, citant Caitlin Tracy qui a dit à une intervenante vouloir divorcer de Becker Inc., lequel l'aurait menacée de la jeter dans les escaliers. En plus des preuves acides désoxyribonucléiques, Prélèvement acide désoxyribonucléique réalisé près du couloir de la cage d'escalier. La porte a exclu la victime et a montré un très fort soutien que la prévenue est une contributrice de ce profil acide désoxyribonucléique. je voudrais donc faire intervenir Joseph Scott Morgan. Il est l'animateur du podcast Body Bags et aussi un enquêteur médico-légal à la retraite. Un vrai pro, vraiment. Joseph, je suis curieuse de connaître ton avis sur cette affaire. La défense affirme qu'ils n'ont même pas de preuves pour montrer qu'il s'agit vraiment d'un meurtre. Ils disent que, tu sais, Caitlin Tracy était dépendante à la drogue, qu'elle avait beaucoup de drogue dans son organisme ainsi que de l'alcool. Et il semble qu'il suggère que cela pourrait être un accident, qu'elle aurait pu se blesser elle-même et tomber, tu sais, de 24 étages jusqu'à sa mort. Oui, quelle affaire complexe, Angenette. Et voici pourquoi. Il y a plusieurs dynamiques en jeu. Tout d'abord, parlons de cela. Vous avez une femme qui est tombée d'une grande hauteur à l'intérieur, et la plupart des gens pensent, je crois que quand les gens entendent cette histoire, ils vont penser cela. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est une cage d'escalier intérieure. La plupart d'entre nous qui sont déjà allés dans un grand immeuble ou un parking savent ce que c'est, que ce soit en montant les escaliers ou en se garant. Elle est tombée de haut dans une structure, ce qui change tout. Et puis, on commence à parler de ce cocktail qu'elle a dans le corps, et d'après ce que j'ai compris, elle a déjà touché au Vicodin par le passé. Et si vous avez déjà eu des douleurs musculaires ou des douleurs après une opération, ce genre de choses, c'est pour atténuer la douleur. C'est en quelque sorte un dépresseur. Et d'après ce qu'on entend, elle a aussi de la coke dans le corps. Sans parler, croyez-le ou non, du fait qu'elle a du Cialis dans le corps qui sert à aider les hommes souffrant de dysfonction érectile, et pour couronner le tout, elle a de l'alcool dans le sang. Donc, vous savez, avec toutes ces combinaisons, c'est vraiment difficile. Je suis curieux de comprendre comment la police et les enquêteurs arrivent à cette conclusion. C'est clairement un homicide, et pas seulement cela. L'accusation affirme pouvoir le prouver au tribunal. Il a tenu des propos incohérents et supprimé des messages textes de son téléphone et du sien, selon la défense. En réponse à cela, ils n'abordent pas la question des messages textes supprimés, mais ils disent, vous savez, qu'il était ivre et confus, ce genre de choses. C'est leur réponse à cela, et ils mettent en avant l'historique de violence domestique et l'acide désoxyribonucléique. Ils disent que son acide désoxyribonucléique se trouvait dans l'escalier, à l'entrée, dans le couloir et sur la poignée de porte. Donc, ils disent, regardez, il a signalé sa disparition. Vous savez, elle n'était pas disparue. Il savait où elle était, ce genre de choses. Mais vous savez, ils doivent le prouver. Bien sûr qu'ils doivent le prouver. C'est difficile en y regardant de près. Prenons la partie sur son acide désoxyribonucléique. Maintenant, la défense peut dire il habite dans ce bâtiment. Oui, notre client prend parfois la cage d'escalier. Qu'en pensez-vous? Maintenant, c'est une chose que je devrais savoir, je pense, et c'est intéressant. Ici, il faudrait savoir de quel type d'acide désoxyribonucléique il s'agit. Et bien sûr, avec votre expérience et votre parcours, vous en savez beaucoup sur l'acide désoxyribonucléique. Et s'agit-il simplement d'un type d'acide désoxyribonucléique de contact passif? Ou est-ce quelque chose de plus robuste comme de la sueur, de la salive, du sang, une blessure ayant laissé son acide désoxyribonucléique? Donc, rien que dans cette petite nuance, le récit change, n'est-ce pas, vraiment très rapidement, donc c'est vraiment difficile de l'impliquer. Et vous revenez à ces messages qui sont supprimés et à la façon dont ils communiquent à nouveau entre eux. Supprimer des messages ne fait pas forcément de vous un auteur d'homicide. Rien que sur ce point, ce sera une bataille difficile pour l'accusation dans cette affaire. Et ils disent que toutes ces interactions avec lui sont enregistrées par la caméra corporelle, donc je veux voir ces images quand elles seront disponibles. Et ce qu'il a dit, ainsi que la façon dont il l'a dit. Revenons au Cialis. Pourquoi une femme qui prend, peut-être, vous savez, elle boit de l'alcool? Elle prend du Vicodin et du Norco. Elle prend toutes ces substances?
En plus, elle a de la cocaïne dans son organisme. Pourquoi prendrait-elle du Cialis, qui est destiné à la dysfonction érectile? Je ne comprends pas pourquoi une femme prendrait du Cialis, même si j'ai entendu que certaines le font. Eh bien, dans un cas comme celui-ci, surtout quand, et j'appelle ça un cocktail, quand on a toutes ces autres substances dans l'organisme, j'ai déjà eu ce type de cas à la Nouvelle-Orléans et Atlanta, des suicides par overdose de drogue. Ah, les gens, c'est incroyable. Ils prennent tous les médicaments accessibles, tout ce qu'ils trouvent facilement. Ils les ingèrent simplement pour mourir. C'est la seule raison à laquelle je pense. J'aimerais savoir si c'en est une autre. Je n'arrive vraiment pas à imaginer quoi d'autre. Le problème, c'est que le Cialis, en cas de surdosage, peut provoquer un dysfonctionnement cardiaque. Vous pouvez avoir ce que l'on appelle une crise cardiaque, un trouble du rythme qui dérègle le cœur et provoque une hypertension. C'est une façon horrible de mourir, surtout avec le reste. Il me semble en tout cas que cela aurait un usage illégal. D'accord, donc vous essayez de prendre tout ce que vous pouvez, vous l'ingérez, sans parler de ce que vous avez habituellement à bord. Si elle a des antécédents de toxicomanie et disons des médicaments sur ordonnance, elle abuse de choses comme le Vicodin. Elle va avoir, si elle en consomme régulièrement, elle va avoir une quantité standard dans son organisme. Et puis tu ajoutes tout le reste, tu sais, parce que beaucoup de gens qui deviennent dépendants aux médicaments sur ordonnance, l'une des petites choses insidieuses qui accompagnent cette dépendance, c'est que la dose qui t'a peut-être été prescrite une fois que tu deviens dépendant, ce n'est jamais assez, il t'en faut toujours plus. Son esprit va-t-il dans ce sens? J'ai ça, c'est mortel, je vais boire un peu d'alcool. Et au fait, tu sais, voilà le Cialis de mon amant, je vais en prendre une poignée et l'avaler. C'est, tu sais, elle aurait pu utiliser ces médicaments pour mettre fin à sa vie. Wow! Un aspect intéressant ressort selon la défense. En gros, la seule preuve ou ce que le procureur de l'État présente comme preuve que c'est un meurtre, c'est l'historique des disputes domestiques. Tu sais, l'historique de la violence domestique ici. Ils affirment que c'est leur preuve, ce qu'ils présentent. Mais tu as une avocate des victimes qui se présente auprès du procureur et qui dit: elle m'a dit qu'elle allait mettre fin à son mariage, qu'elle allait retourner travailler, et elle disait qu'il l'avait menacée de la jeter dans les escaliers pour la tuer. Quelle importance cela a-t-il pour vous en tant qu'enquêtrice médico-légale? Oh, je dois regarder sous cette pierre. Je veux dire, très certainement, si vous avez quelqu'un qui est proche d'elle et qui a proféré cette menace, et c'est très spécifique. Je veux dire, Angenette, réfléchis-y. Combien d'autres affaires? Toi et moi, on couvre des affaires ensemble depuis longtemps. Combien d'autres affaires avons-nous couvertes où quelqu'un saute dans une cage d'escalier? Ce n'est pas anodin, ce sont des infos très précises, non? Peut-être que s'il s'agit de violences domestiques, il l'a dit clairement, je vais te jeter dans la cage d'escalier. Personne ne retrouvera ton corps, alors qu'en réalité, quiconque cherche trouvera les restes là-bas. Mais c'est très précis. Donc pour moi, en tant qu'enquêteur, monseigneur, c'est un véritable trésor d'informations que je dois explorer avec ce type et que je dois comprendre. Vous savez, d'abord, est-ce que je peux valider la déclaration qu'il a réellement faite? Est-ce une déclaration directe qu'il a faite? Est-ce quelque chose qu'il a dit à une autre personne? Vous avez dit que c'était un défenseur des victimes. Et je vais devoir tâter le terrain, vous savez. Est-ce qu'il l'a dit plusieurs fois? Il y a combien de temps? Est-ce que c'était il y a longtemps ou récemment? Le disait-il souvent à d'autres? Et pas seulement cela. Si j'interroge leur entourage, je veux vérifier cette affirmation auprès d'autres personnes. Je veux savoir à qui il a pu exprimer ses frustrations. A-t-il déjà évoqué la jeter dans une cage d'escalier? Vous avez alors une confirmation par un tiers, notamment si d'autres personnes confirment, parce que vous savez, ce sont des choses très, très précises. C'est très précis. Et vous savez, ce serait bien d'avoir un peu plus d'informations sur cette déclaration, comment elle a été faite, quand elle a été faite. Vous savez, mais c'est la procureure qui dit ça dans le couloir après l'audience.
Donc, est-ce que vous savez, avec tout ce que nous savons en ce moment, vous savez, je penserais que ça pourrait être une affaire difficile, surtout si on parle de doute raisonnable. Mais il y a une chose dont nous n'avons pas entendu parler, c'est la preuve électronique. Oui, je suis curieuse de savoir s'il existe des preuves électroniques issues, par exemple, d'une Apple Watch, d'un iPhone ou de tout autre appareil électronique que vous auriez sur vous. Par exemple, si vous sortiez courir ou si vous vous promeniez simplement, oui, vous savez, on ne sait jamais. Oui, je veux dire, et bien sûr, les Apple Watch le sont, et ça peut être n'importe quel type d'appareil connecté, comme celui-ci, si vous l'utilisez à des fins de remise en forme ou ce genre de choses, ou simplement en marchant, combien de pas ai-je fait? Parce que si cet appareil est connecté pour vous surveiller, y a-t-il un moment précis? Cela revient, vous savez, à mon domaine ici, l'intervalle post-mortem. Est-ce que l'appareil a déjà affiché une ligne plate? Et je pense que ça va être fascinant à ce niveau-là. Avait-elle un téléphone avec elle, vous savez, avec ses restes là-bas? Ou a-t-il été retrouvé à côté d'elle? Était-il tombé avec elle? Ça va être très intéressant. Et dans quel état serait-il aussi? Y a-t-il une quelconque vidéosurveillance interne? Je pense que ça va être très important. Aussi, en revenant en arrière, nous savons, et tu l'avais dit, Anginette, qu'il y a un passé de violence domestique. Eh bien, si c'est le cas, avons-nous des images de caméras corporelles de la police locale arrivant et disant « D'accord, c'est la 3e fois que nous venons ici ». Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Allez, je vais vous séparer, c'est un peu la procédure habituelle, vous séparez, on va recueillir vos versions séparément, à quoi ça ressemble. Et ça va être très important. Et une chose de plus, pour revenir à cette question de violence domestique, que je pense absolument essentielle, c'est cette idée que si c'est effectivement de la violence domestique, et bien sûr, il peut y avoir des abus verbaux, il peut y avoir ce genre de violence émotionnelle, mais s'il s'agit de violence physique, Jeannette, est-ce qu'il l'a touchée? Est-ce qu'il l'a frappée? Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il l'attrape soudainement? Et si c'est le cas, quand vous récupérerez son corps, qui sera dans un très mauvais état, et je peux développer là-dessus. Mais comment séparez-vous ces blessures dont il y aurait probablement une multitude? Comment distinguez-vous celles-ci de toute forme de violence domestique ou d'abus qui auraient pu avoir lieu dans le passé ou dans un passé lointain? Dans mon domaine, pour les cas de maltraitance d'enfants et de violence domestique, nous datons les blessures. Des contusions, d'accord. Donc, si vous avez une vieille contusion jaune, une contusion verte, une contusion, cela signifie qu'elle est en train de guérir, n'est-ce pas? Si elle est rouge ou violette, c'est qu'elle est récente. Alors, comment cela s'accorde-t-il et comment allez-vous distinguer cela de toutes les autres choses? Parce que vous et moi en parlions hors antenne. Ce n'est pas comme monter en haut d'un immeuble et sauter. Et je sais que j'ai eu des collègues, j'ai connu des personnes qui sont tombées, par exemple, dans des cages d'ascenseur. C'est l'une des choses si vous êtes dans un espace confiné. Au lieu de tomber en chute libre dans l'air, comme si vous sautiez d'un très grand immeuble, en chute libre, il y aura un point central d'impact. D'accord, comme si vous tombiez sur le trottoir en bas, si vous sautez dans une cage d'escalier, il y a des barres tubulaires à l'intérieur. Vous savez, celles auxquelles vous vous accrochez en montant les marches, il y a de petites arêtes vives, toutes sortes de choses. Donc il suffirait que vous dériviez dans cet environnement et il y aurait une possibilité de dériver. Avec 29 étages, on pourrait presque rebondir sur ces surfaces comme dans un flipper. Il n'y aura donc pas un seul point d'impact, mais plusieurs. Une affaire médico-légale très complexe pour le légiste. S'ils vont au procès avec ça et qu'ils s'appuient là-dessus, le témoignage du médecin légiste ici va être fascinant à écouter. Parce que ce n'est pas une affaire classique de blessure par balle, de coup de couteau ou de passage à tabac. C'est une affaire qui va comporter tellement de blessures et de nuances. C'est certainement quelque chose à surveiller de près. C'est certain, et nous allons la suivre de très près. Nous allons continuer à suivre cette affaire de près, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Joseph Scott Morgan, merci beaucoup. Animatrice de Body Bags et enquêtrice médico-légale, nous vous remercions pour votre temps et votre expertise. Merci, Angenette, pour l'invitation. La famille de Caitlin Tracy a fait une déclaration. Nous remercions sincèrement la procureure du comté de Cook,
Eileen O'Neill Burke, son équipe et la division des crimes violents de la police de Chicago. Le département de police de Chicago a mené une longue enquête sur cette affaire et les condamnations dans le Michigan apportent une certaine justice pour Kathleen. Cet homme doit maintenant être tenu responsable de ses actes durant les jours et les mois qui ont mené à ce moment. L'État l'accuse d'avoir assassiné notre belle-fille. Nous espérons que justice sera faite et que Kathleen reposera enfin en paix. Adam Baker Bank reste détenu à la prison du comté de Cook. Il comparaîtra de nouveau début du mois prochain. Nous suivrons cette affaire. C'est la fin de cet épisode de Crime Fix. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous regarder sur YouTube et vous pouvez nous regarder et nous écouter sur Spotify, alors allez-y jeter un œil. Je vous retrouve ici la prochaine fois.